mai 1990, en Autriche, un meurtrier est libéré de prison après avoir été incarcéré seulement 15 ans et 4 mois. Il s'appelle Jack Unterweger. C'était un tueur sanguinaire qui s'apprêtait à marquer l'histoire, en Europe du moins, à travers une série de meurtres macabres. Habile manipulateur, Unterweger mène alors une double vie comme écrivain acclamé et tueur en série. Dans l'année qui suit sa remise en liberté, il tue 9 femmes et est suspecté d'en avoir assassiné 2 de plus. Il avait ce qu'on pourrait appeler le charme du psychopathe. Son style était très différent. C'était de la brutalité et des épisodes violents. Toutes ses victimes sont mortes de la même façon, étranglées par le même nœud. On est face à face avec sa victime. On la voit s'éteindre petit à petit. Et on peut donc choisir d'arrêter ou de continuer. En apparence, il incarnait la réussite de la réforme du système carcéral autrichien qui avait fait de ce meurtrier un citoyen modèle. Mais ses défenseurs ignoraient que Jack Unterweger menait une double vie et était en réalité l'un des pires meurtriers au monde. En juin 1976, le tribunal de Salzbourg, en Autriche, déclare Jack Unterweger, 25 ans, coupable du meurtre d'une jeune Allemande. Unterweger avoue tout et est condamné à la prison à vie. Cependant, il ne passe que 15 ans en prison et est remis en liberté en mai 1990. Quelques mois plus tard, des prostituées disparaissent de façon inquiétante. Pendant 10 mois, Jack Unterweger commet des meurtres en Autriche, en ex-Tchécoslovaquie et même aux États-Unis. Unterweger est suspecté d'avoir tué 11 femmes, mais n'a été condamné que pour le meurtre de 9 d'entre elles. Je suis complètement stupéfaite à l'idée que Jack Unterweger ait pu être libéré de prison aussitôt. Il est vrai que des personnes comme Unterweger peuvent changer. Elles peuvent changer en prison si elles prennent conscience de la gravité de leur agissement et si elles font l'effort d'analyser leur comportement et ce qui les a poussées à faire du mal à autrui. Or, Unterweger n'a jamais fait ce travail. C'était sans aucun doute un tueur pervers et dépravé. Et pour moi, il n'y a qu'une vingtaine d'autres meurtriers à qui on puisse le comparer. C'est une histoire hors norme qui me fait frissonner à chaque fois que je la raconte. En 1975, lors du procès pour son premier meurtre, Unterweger avait été examiné par un psychiatre. Celui-ci l'avait déclaré extrêmement dangereux, imprévisible et incurable. Son rapport faisait mention d'égocentrisme, d'un caractère agressif, de perversion sexuelle et de tendance au sadisme. Les psychopathes ressentent les choses et interagissent avec les autres de façon très différente de nous. Si je devais décrire la psychopathie, je dirais que c'est un vide émotionnel. Ils ne ressentent pas ces émotions qui nous définissent comme l'amour, la culpabilité, le regret, etc. Pour eux, tout est blanc ou noir. Je veux quelque chose et je n'arrêterai pas tant que je ne l'aurai pas obtenu. Le psychiatre autrichien Reinhard Heiller a travaillé sur cette affaire. Lors de l'analyse du premier meurtre, il était évident à ses yeux qu'Unterweger était un meurtrier endurci. Il s'agissait d'un meurtre très sadique. Il a kidnappé cette fille alors qu'elle rentrait chez elle à pied une froide soirée d'hiver. Il l'a emmenée nue dans la forêt, avec son bâton d'acier en main, et a pris du plaisir à imaginer le sort funeste qui l'attendait. Et puis il l'a étranglée avec son propre soutien-gorge. C'était un acte vicieux et incroyablement sadique. L'histoire de ce tueur sadique commence il y a près de 70 ans. Johann Jack Unterweger
est né le 16 août 1950 à Judenburg, en Styrie, au sud de l'Autriche. Il est l'enfant illégitime d'une serveuse et d'un soldat américain parti avant sa naissance. Sa mère fait plusieurs séjours en prison, si bien qu'à peine 2 ans, Jack est placé sous la tutelle de son grand-père. D'après Unterweger, son enfance était loin d'être idyllique. Jack Unterweger a clairement eu une enfance difficile. Il a grandi sans la figure paternelle. Sa mère a progressivement sombré dans l'alcoolisme. Il vivait avec son grand-père dans une cabane en Carinthie. Et il a assisté à beaucoup de scènes traumatisantes auxquelles un jeune enfant ne devrait jamais avoir à assister. Ce qu'il apprend des femmes, il l'apprend de son grand-père, un coureur de jupons invétéré. Il apprend que les femmes sont des objets dont on peut abuser et se débarrasser. Il intègre cette image très jeune. Il était toujours présent quand son grand-père ramenait à la cabane des femmes, des prostituées. Ce petit garçon de 4 ans a donc assisté à de nombreux ébats sexuels. Cela a eu sur lui un impact négatif fort, et ce dès son plus jeune âge. En 1958, Unterweger quitte le domicile de son grand-père pour aller vivre chez des proches. Puis, peu de temps après, il est placé en famille d'accueil. Il n'a pas créé de liens ou d'attaches avec ceux qui l'ont élevé. Pourtant, ces liens procurent normalement un environnement sûr dans lequel les enfants peuvent grandir et s'épanouir. Dans ce genre de situation, l'enfant ne se préoccupe plus que de sa survie. Il était presque inévitable qu'il tombe dans la criminalité et fasse preuve de ce genre de comportement dès son jeune âge. C'était un cancre qui, dès l'enfance, agissait comme un délinquant. En décembre 1974, à l'âge de 24 ans, ses désirs deviennent meurtriers. Alors qu'il voyage à travers l'Allemagne avec sa petite amie, ils font la rencontre d'une amie de celle-ci, Margret Schaeffer, une jeune fille de 18 ans. Ils la dépouillent, puis se rendent au domicile de ses parents pour les dépouiller à leur tour. Mais ils ne s'arrêtent pas là. Unterweger emmène la jeune fille dans un bois et lui ordonne de se déshabiller. Il l'attache et la frappe avec une tige en acier avant de l'étrangler avec son propre soutien-gorge. Il a saisi une occasion. Il voit une femme marcher au bord de la route et sa petite amie la connaît. C'est une chance pour lui de contrôler quelqu'un, de la manipuler et de faire ce qu'il veut d'elle. La police interroge la compagne d'Unterweger et elle avoue qu'il a tué son ami. Lorsqu'il est à son tour arrêté, Unterweger avoue également le meurtre, l'attribuant à un excès de colère. Le 1er juin 1976, juste avant ses 26 ans, Unterweger entame sa peine de prison à vie. Mais l'histoire de ce meurtrier ne fait que commencer. Alors même qu'on pouvait jusqu'à présent le décrire comme une brute inculte et illettrée, capable de tuer une fille de 18 ans, il devient un nouvel homme. Il apprend seul à lire et à écrire et se lance même dans une carrière d'écrivain. Il a d'ailleurs publié pas un, mais 2 best-sellers. Il devient alors un prisonnier modèle. Désormais capable de lire et d'écrire, Unterweger passe son temps à la bibliothèque. Malgré son manque d'éducation, il a un appétit pour l'apprentissage. Un jour, à la bibliothèque, il est tombé sur le livre d'un auteur qu'il ne connaissait pas du tout. Et il s'est dit, de façon tout à fait narcissique, je suis aussi capable que lui d'écrire des choses. Il s'est donc lancé dans l'écriture. Il a entre autres écrit des épisodes pour un programme radio très populaire auprès des enfants à l'époque. C'était un programme qui diffusait des contes le soir pour endormir les enfants. Ces histoires étaient idylliques, mignonnes, réconfortantes et soporifiques. Moi-même, je les écoutais quand j'étais enfant.
Unterweger était connu comme l'homme qui écrivait des histoires pour enfants, de la poésie et de la prose sur sa vie en prison. Son autobiographie, Fegefeuer, en français Le Purgatoire, fut un succès et fit même l'objet d'une adaptation au cinéma. Les intellectuels autrichiens étaient ravis d'avoir découvert un talent comme celui de Jack Unterweger. Unterweger attira l'attention des médias et des voix commencèrent à s'élever pour demander sa remise en liberté. Certaines de ces personnalités, notamment des journalistes ou des artistes très connus, le soutenaient pour de bonnes raisons. Disons plutôt qu'ils avaient de bonnes intentions. Les intellectuels disaient « Merveilleux, nous avons enfin un criminel repenti qui, à travers l'écriture, non seulement avoue ses crimes, mais en plus s'en sert de façon thérapeutique. Ça ne peut être qu'un homme bien. » Il portait une complète admiration à ce détenu, à cet homme. À l'époque, l'Autriche est en pleine réforme de son système carcéral. Et les prouesses littéraires de Jack Unterweger sont précisément ce dont les réformateurs ont besoin pour prouver l'efficacité de leur système. De plus en plus de personnes réclament la remise en liberté d'Unterweger. Parmi elles, des intellectuels, des artistes, des journalistes et même des hommes politiques. De nombreuses personnes faisaient pression pour qu'il soit libéré à tout prix. Et ils ont fini par obtenir gain de cause. Mais certaines personnes ont bien tenté de mettre en garde, rappelant que sous ces airs charmants se cachait un manipulateur dangereux, malveillant et narcissique. Le 23 mai 1990, âgé de 39 ans, Jack Unterweger est libéré de la prison de Stein au sud de l'Autriche. Il n'a alors purgé qu'une peine de 15 ans pour le meurtre d'une jeune fille de 18 ans. Il a été remis en liberté sans aucune précaution. Il n'avait pas pour obligation, par exemple, de voir un agent de probation, ni de parler à un psychiatre qui aurait pu l'accompagner. Il était libre, totalement libre. C'était un tueur sanguinaire qui s'apprêtait à marquer l'histoire, en Europe du moins, à travers une série de meurtres macabres. Grâce à la communauté d'artistes autrichiens qui ont fait campagne pour le libérer, Jack Unterweger reçoit une deuxième chance de vivre en liberté. Il emménage à Vienne et se fait une place dans la haute société. Il joue parfaitement le rôle du prisonnier repenti et trompe tout son monde. Bien évidemment, les administrateurs de la prison étaient des partisans d'Unterweger, car il était la preuve vivante que leur système fonctionnait. Il démontrait qu'il pouvait prendre un psychopathe capable de tuer de sang-froid et le réinsérer dans la société 15 ans après. Il était devenu un écrivain acclamé et connu à travers tout le pays. Pour le système judiciaire, Unterweger était une belle réussite. Et on a perdu de vue le fait qu'il s'agissait là d'un individu qui avait été capable de prendre une vie. Rien n'avait été fait pour tenter de canaliser ses pulsions. Donc évidemment, on pouvait s'attendre à ce qu'il recommence. Après sa sortie de prison, Unterweger n'a aucune obligation de consulter un psychiatre. Il n'y a aucune condition à sa liberté et il en profite allègrement. C'était un homme séduisant, très intelligent, mais aussi manipulateur. Il ne présentait aucun trouble mental particulier, mais il était doté d'une personnalité anormale. Il emménage à Vienne pour évoluer auprès de riches intellectuels et il s'achète une Ford Mustang blanche. Il est d'une grande vanité. Il devient une sorte de célébrité. Il apparaît comme journaliste et écrivain à la télévision et à la radio. Il organise des séances de lecture devant un public conquis, très souvent composé de femmes. Unterweger devient célèbre et fait de nombreuses apparitions télévisées. En 1990, il prend part à un débat sur les réformes carcérales aux côtés du journaliste Paul Iwan.
Il était invité en tant qu'expert pour parler de son expérience en prison. Il était assis à côté de moi lors du débat. Il portait un costume blanc et, si je me souviens bien, un œillet rouge vif était accroché à sa boutonnière. En tant que journaliste, j'étais évidemment curieux et très intéressé. Je me demandais quel genre d'homme, de personne, cela pouvait être. Unterweger n'a pas eu de mal à mener une double vie car il peut très facilement compartimenter des parties de sa vie et de son existence. C'est en somme un acteur accompli qui endosse à la perfection le rôle de meurtrier repenti et qui adore être sous le feu des projecteurs. Il a besoin de cette notoriété. Son côté narcissique désire plus que tout être l'objet de l'attention et de l'adoration des autres. Unterweger continue d'écrire et d'effectuer des lectures, touchant de plus en plus de monde, y compris des femmes. Il fréquentait également de nombreux bars pour y rencontrer des femmes. C'est d'ailleurs impressionnant de voir le nombre de femmes avec qui il a eu des relations. Il me semble qu'il n'a pas passé une seule nuit seul et rarement plus d'une avec la même femme. Si en apparence sa réinsertion semble être un franc succès, en réalité, les instincts meurtriers d'Unterweger n'ont pas disparu. La plupart des gens qui sortent de prison n'ont pas de travail et vont devoir se battre le reste de leur vie. Lui, il est sorti de prison avec de l'argent, un boulot et même une carrière qui l'attendait. Il avait toutes les chances de son côté. Mais le problème avec les tueurs, c'est qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de recommencer. C'est un homme profondément vaniteux et suffisant, qui s'est montré à la fois cruel, manipulateur et violent envers les femmes dès l'âge de 16 ans. Rien n'a changé chez lui, si ce n'est que maintenant, il choisit ses victimes avec plus d'attention. En septembre 1990, à peine 4 mois après sa remise en liberté, Unterweger tue de nouveau. Une fois encore, il se rend à l'étranger pour trouver une victime, en ex-Tchécoslovaquie. Sa victime, une vendeuse de 29 ans, de Prague, du nom de Blanka Bokova. Son corps est retrouvé sur les bords de la rivière Vitava. Elle est allongée sur le dos, les jambes écartées, et recouverte de branches et de feuillages. Elle a été étranglée avec une paire de collants. Blanka avait été aperçue pour la dernière fois dans un bar parlant à un homme de 40 ans, très bien apprêté. Ce meurtre n'est que le premier d'une série, longtemps passé inaperçu. J'imagine que ce meurtre l'a incroyablement enhardi. Il a dû se sentir intouchable. Je peux faire ce que je veux. Je peux les habiller et les déshabiller. Il a beaucoup de mépris pour les femmes. C'est le seul mot qui me vienne. Il éprouve un mépris absolu. Il compte bien se faire plaisir aussi longtemps qu'il le pourra. Et il n'a pas été inquiété durant une longue période. Un mois après le meurtre de Prague, en octobre 1990, Unterweger recommence à tuer et fait 3 nouvelles victimes. Le corps de Brunhilde Masser est retrouvé nu dans une forêt près de Graz, en Autriche, presque 3 mois après sa disparition. En décembre 1990, Heide Hammerer trouve la mort dans une forêt près de Lustenau, à la frontière allemande. Les 2 femmes ont été battues et étranglées avec leurs collants. En mars 1991, Elfriede Schrempf est portée disparue près de Graz. On ne retrouve son corps que 7 mois plus tard. On a ici un homme qui étranglait ses victimes, puis laissait leur corps à l'air libre dans des forêts. Et on ne les retrouvait que des semaines, voire des mois plus tard. Évidemment, la décomposition et les animaux qui rôdent et endommagent le corps rendent le travail du médecin légiste bien plus difficile encore. Mais bien souvent, le corps est mieux préservé que ce que l'on pourrait penser à première vue. Très souvent, on peut en tirer quelques informations. Par exemple, des contusions sur les tissus du cou causées par une strangulation seraient encore relativement visibles. Dans certains cas, on ne pourra jamais dire ce qu'il s'est passé. Mais dans d'autres, les preuves restent sur le corps suffisamment longtemps.
Les meurtres qu'il a commis après sa remise en liberté sont bien plus réfléchis. Le premier meurtre était un acte opportuniste. Il a donc laissé beaucoup de preuves derrière lui. Sans compter qu'il y avait un témoin, donc il était sûr de tomber pour ce crime. De fait, à sa sortie de prison, il sait exactement quelles erreurs ne pas reproduire et il fait très attention. Il planifie tout et est très organisé. On ne sait pas exactement où les victimes sont décédées, ni ce qui leur est arrivé avant leur mort. Unterweger les faisait monter dans sa voiture et les emmenait sûrement dans un endroit reculé dans la forêt. La police n'a alors aucune piste, jusqu'à ce qu'une nouvelle tentative de meurtre d'Unterweger ne se solde par un échec. On connaît quelques détails parce qu'une de ses victimes a survécu. D'après son témoignage, il y avait bien un aspect sexuel au meurtre. Mais d'après moi, il n'était pas l'élément central. Le plus important pour lui, c'était le sadisme. Il voulait torturer ces femmes, il voulait avoir le contrôle sur elles en toutes circonstances. Toutes les victimes d'Unterweger sont mortes de la même façon. La méthode utilisée pour tuer ses victimes était la strangulation. C'est la méthode qui offre le plus de contrôle pour tuer quelqu'un. On est alors face à face avec sa victime. On la voit s'éteindre petit à petit et on peut donc choisir d'arrêter ou de continuer. Les victimes d'Unterweger ont été retrouvées nues ou à moitié nues sur le ventre, les jambes écartées et partiellement recouvertes de branches et de feuillages, rendant sa méthode reconnaissable. C'est assez commun. On retrouve souvent chez les tueurs en série une sorte de rituel meurtrier qu'ils appliquent à la lettre. Rituel qui s'achève par, je dirais, un semblant de funérailles. Dans son cas, il fallait que les cadavres soient partiellement recouverts. C'est ce qui a pu être remarqué quand on a découvert certains des cadavres. Pourtant, personne ne suspecte Unterweger des meurtres et il est libre de continuer. Il a appris dès son plus jeune âge qu'on pouvait utiliser et abuser des femmes. Il sait que c'est mal, mais il continue de le faire quand même parce qu'il aime ça. Il aime dominer les autres et avoir cette sensation de pouvoir. De plus, comme il n'a aucune compassion ni empathie pour la souffrance des autres, c'est un homme extrêmement dangereux. En mars 1991, Unterweger vit la belle vie au sein de la Société littéraire de Vienne. C'est un poète charmant, riche et influent. Mais il joue un double jeu. Depuis sa sortie de prison, il a déjà tué au moins 4 femmes sans jamais avoir été suspecté. Jusqu'alors, il a voyagé pour commettre ses meurtres. Mais à cette époque, il assassine 3 prostituées à Vienne, la ville où il réside. C'est un acte extrêmement arrogant. Ajoutez la vanité à son arrogance et vous aurez une idée de l'image qu'Unterweger avait de lui-même. Il est en pleine folie meurtrière, sans limite. Il choisit ses victimes avec précaution et sait où les trouver. Unterweger ne passe pas inaperçu avec sa Ford Mustang blanche et pourtant, personne ne fait le rapprochement. Il s'est toujours cru tout permis et qu'il méritait mieux que les autres personnes. Et à cela s'ajoute tout ce qu'il a appris dans son enfance sur les femmes. Il a appris que les femmes pouvaient être utilisées, qu'on pouvait en abuser, puis les rejeter. Les femmes sont donc un moyen pour lui d'obtenir le contrôle dont il a besoin. Un journaliste prétendant travailler pour la radio publique autrichienne, l'ORF, s'inquiète alors des disparitions étranges de prostituées dans la ville de Vienne. Son nom, Jack Unterweger. En Autriche, on compte entre 0,5 et 0,7 meurtres de prostituées par an. Et là, tout à coup, il y en avait 7 ou 8 en une année. Ça se remarque forcément. L'officier en charge de l'enquête reçut alors la visite d'un reporter du nom de Jack Unterweger, qui, son micro à la main, lui a demandé « Il y a plein de prostituées qui sont assassinées. La population est inquiète. C'est un scandale. Que fait donc la police ?»
Et pendant cette interview, l'officier lui a révélé qu'ils enquêtaient bel et bien sur les délinquants sexuels et que son nom était sur la liste des suspects. Il se délecte de chaque minute de cet entretien parce qu'il sait qu'il est responsable de tous ces meurtres dont il parle. Les psychopathes aiment manipuler les autres, jouer avec eux, les provoquer avec l'assurance d'en savoir plus qu'eux sur quelque chose. Du coup, il s'amuse beaucoup de cette situation et ça lui apporte une grande satisfaction. L'émission radio d'Unterweger est une façon audacieuse de cacher ses crimes. Cela lui donne une bonne raison de fréquenter les quartiers de prostituées, explique la présence de sa voiture blanche immatriculée W Jack 1 et justifie qu'il soit vu parlant à ces femmes. C'est un acte à la fois vaniteux et arrogant. Non seulement il tue des prostituées, mais en plus, il écrit des articles sur les prostituées terrorisées de Vienne. C'est absolument stupéfiant. Et c'est un mot que je n'utilise pas souvent. C'est stupéfiant. Il l'a sans doute fait pour titiller un peu les forces de l'ordre. Les tueurs en série aiment bien ça. Plus le temps passe sans être inquiété ou interrogé, plus on devient prétentieux. Il se pose comme le défenseur des droits de ces femmes, comme leur champion, comme quelqu'un qui s'intéresse réellement à leur sort. C'est vraiment quelque chose de glaçant. Unterweger est bien sur la liste des suspects de la police de Vienne. Mais ils n'ont aucune preuve tangible. Unterweger a souvent un alibi pour le jour des meurtres. Il était soit à une séance de lecture, à une interview radio ou avec une petite amie. Tout le monde n'est pas pour autant convaincu de l'innocence d'Unterweger. Un officier de police commençait, lui, à avoir des similitudes avec le tout premier meurtre pour lequel il avait été condamné. Celui de la jeune fille de 18 ans. D'ailleurs, ce même policier pensait qu'il avait même tué avant ça. Mais ces quelques soupçons ne suffisent pas à entacher sa célébrité à Vienne. D'ailleurs, son travail est tellement apprécié qu'on lui demande de se rendre à Los Angeles pour rédiger un article sur la prostitution. En juin 1991, Unterweger se rend aux États-Unis. Il descend à l'ancien Cecil Hotel à Los Angeles, qui à l'époque est réputé pour les suicides et actes violents. D'ailleurs, Unterweger n'est pas le premier tueur en série à y dormir. C'était déjà le repère préféré de Richard Ramirez, le traqueur de la nuit. Dans les semaines qui suivent son arrivée à Los Angeles, il tue 3 autres prostituées. Je pense que d'une certaine manière, il commençait à s'ennuyer. Ça arrive souvent chez les psychopathes. Ils tendent à s'ennuyer et à avoir besoin de stimulation. Ils commencent alors à changer un peu leur mode opératoire pour apporter un peu de variété. Il est probable que c'est ce désir qui l'a décidé à continuer de tuer en dehors de son propre pays. Chacun des meurtres est méticuleusement planifié. Sa première victime est Shannon Exley, une prostituée apparemment populaire auprès des routiers. 9 jours plus tard, il tue Irene Rodriguez, originaire du Texas. Et 5 jours après, il tue Sherry Ann Long, dont le corps est retrouvé dans les collines de Malibu. Les 3 femmes ont été étranglées avec un soutien-gorge, et toujours avec le même nœud coulant. Chaque tueur va avoir sa propre méthode, son mode opératoire si vous voulez. Dans le cas d'une strangulation, si la personne utilise une corde, alors cette corde devient sa signature. Dans ce cas précis, même s'il utilisait souvent les soutiens-gorge des femmes, sa signature, c'était le nœud qu'il faisait. Je ne pense pas qu'Unterweger faisait ce nœud parce qu'il voulait qu'on sache que c'était lui, mais simplement parce qu'il savait qu'il était efficace. C'est comme ça pour tous les tueurs en série. Ils utilisent une certaine méthode parce qu'ils savent qu'elle fonctionne. Unterweger quitte Los Angeles pour retourner à Vienne avant d'être suspecté par la police. Mais en son absence, les enquêteurs viennois se sont rapprochés de leur collègue de Graz, où il avait commis ses premiers meurtres à sa sortie de prison. Ils trouvent un lien entre les meurtres. Un schéma commence à se dessiner et il apparaît qu'Unterweger était dans les villes à chaque fois qu'un meurtre était commis.
La police comprend qu'elle a bel et bien affaire à un tueur en série. Le 13 février 1992, 1 an et 9 mois après avoir été libéré de prison, il fait de nouveau l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par un magistrat de Graz. Unterweger s'enfuit alors à Miami avec sa petite amie, mais sa cavale ne dure pas longtemps. Les autorités finissent par le retrouver en Floride après avoir commencé à recoller les morceaux de l'enquête. Il est donc arrêté et extradé en mai 1992 pour être jugé en Autriche. Quand il s'adresse aux caméras, il déclare n'avoir eu que 2 ans de liberté et apparaît bouleversé. Mais il ne faut pas rentrer dans son jeu. La seule personne dont Unterweger se soucie, c'est lui-même. C'est un manipulateur. C'est un homme qui sait observer les autres et leur comportement, afin d'adapter le sien et ses émotions, pour provoquer de la sympathie. Lors du processus d'extradition, l'inspecteur Ernst Geiger de la police de Vienne découvre de nouvelles preuves incriminantes à l'encontre d'Unterweger. Il a en effet fouillé l'appartement du suspect et a découvert qu'il s'était rendu à Los Angeles. Après avoir contacté les autorités locales, il découvre 3 meurtres similaires dans la région. Les preuves trouvées à l'appartement d'Unterweger permettent de le placer dans chacune des villes où des meurtres ont eu lieu. Les enquêteurs étendent leurs recherches à tout le continent européen en se basant sur le mode opératoire. La police de Prague leur fait alors part du meurtre de Blanka Bokova. Elle est la première femme qu'Unterweger a tuée à sa sortie de prison. Les preuves s'accumulent et Unterweger est finalement accusé du meurtre de 11 femmes. Le 28 mai 1992, Jack Unterweger est extradé des États-Unis vers l'Autriche. Le célèbre meurtrier et prisonnier réformé est de nouveau en état d'arrestation. C'est très rare d'avoir un tueur qui possède une telle renommée. Pour moi, son parcours est fascinant. Il a tué une première fois, est allé en prison, a été libéré et un nouveau métier l'attendait. Il avait une chance de vivre une nouvelle vie bien meilleure que celle qu'il avait auparavant. Cela démontre qu'il éprouvait une telle haine envers les femmes que rien n'aurait pu l'arrêter. Le procès d'Unterweger commence le 20 avril 1994 au tribunal de Graz. La plupart de ses amis viennois croient encore en son innocence. Mais l'accusation a suffisamment de preuves solides contre lui, dont pour la première fois en Autriche, des preuves ADN. Le procès fait l'objet d'une importante couverture médiatique. Il fallait signer un registre, ce qui était totalement inédit à l'époque. Jamais un journaliste n'avait eu à signer un registre pour assister à une audience publique. Déjà, tous ses supporters, ses fans, même les femmes, se faisaient plus discrets. On ne les voyait plus. Car les nombreux éléments présentés au tribunal durant les audiences préliminaires n'avaient laissé aucun doute quant à sa culpabilité. Il était bel et bien responsable de tout cela. 2 avocats étaient chargés de la défense d'Unterweger lors de ce long et difficile procès. L'un d'eux était Hans-Jürgen Lehofer, un avocat de Graz. Chacune des victimes et chacun des meurtres a été analysé. Cela a nécessité 3 mois entiers. Pour la plupart des victimes, il n'était plus possible de déterminer avec précision la cause et les circonstances de la mort. Il faut dire que dans certains cas, il ne restait plus qu'un simple squelette. Le corps s'était décomposé dans la forêt. La cour examine alors les photos du meurtre de la première victime après sa remise en liberté, Blanka Bokova. Elle a été assassinée en septembre 1990 à Prague. Les images difficiles choquent toutes les personnes présentes ce jour-là, excepté Unterweger. Le juge a alors demandé « Y a-t-il des questions ?» Et là, Unterweger me dit tout excité « Allez-y, demandez-lui quelque chose, posez une question. » L'image de cette fille nue, de ce cadavre, de ce corps étranglé,
et de ce visage contorsionné de douleur ne l'affectaient en rien. Il me répétait sans cesse « Demandez quelque chose, posez une question ». Je ne savais pas quoi demander, j'en étais incapable. Et lui, il continuait de répéter « Demandez quelque chose, demandez quelque chose ». Pour 2 des meurtres, l'accusation présente des preuves ADN. D'abord, un cheveu appartenant à Blanka Bokova retrouvé dans la voiture d'Unterweger. Puis, une fibre rouge trouvée sur le corps d'une autre victime qui correspondait à l'écharpe rouge retrouvée chez Unterweger. Lorsque ce dernier avait été interrogé sur ses déplacements à Prague, ne sachant pas que des preuves ADN existaient, il avait déclaré s'être rendu en ville, mais n'avoir ramené personne en voiture. S'il avait dit « J'ai rencontré une fille en ville, je l'ai invitée à monter dans ma voiture et on est allé se balader, ou on est parti prendre un verre, ou n'importe quoi d'autre », alors on aurait pu justifier la présence du cheveu dans sa voiture. Mais comme il a déclaré n'avoir jamais eu de femme dans sa voiture à Prague, la question se posait forcément de savoir comment le cheveu de Bokova s'était retrouvé dans la voiture de Jack Unterweger. Cette preuve a donc plus ou moins scellé son sort. L'autre preuve importante est le mode opératoire d'Unterweger. Il a étranglé ses victimes avec le même nœud coulant. La police autrichienne fait appel au FBI aux États-Unis pour savoir s'il est possible d'analyser ce type de nœud. Une spécialiste américaine les éclaire sur le sujet. Boa se rendit à Graz pour le procès de Jack Unterweger. On lui a demandé son avis sur les nœuds. Elle a répondu « Je vais vous dire la même chose que j'ai dit aux enquêteurs autrichiens, à savoir que si vous trouvez la personne qui fait un nœud comme ça, vous trouverez celle qui a fait tous ces nœuds. C'est un nœud particulier. » Je me souviens de l'image de cette Américaine tenant le soutien-gorge du premier meurtre dans la main et le brandissant devant le jury. On pouvait voir à quel point le cou devait être serré par ce nœud. Ça a été un moment marquant du procès, c'est évident. On pouvait facilement imaginer à quel point le cou de la victime devait être compressé, vu le diamètre de la boucle. Le silence a soudain envahi le tribunal, malgré la centaine de personnes présentes dans la pièce. Jack Unterweger se tenait habituellement droit, en position presque de dominant, toujours l'air sûr de lui, presque insolent dans sa façon de se présenter, comme pour dire « je n'ai rien à cacher ». On pouvait lire l'horreur sur le visage des jurés lorsqu'ils ont vu ce soutien-gorge. C'est à ce moment-là que l'opinion s'est largement retournée contre Unterweger. À ce moment-là, son attitude a changé. Il s'est replié sur son siège et s'est fait de plus en plus petit. Il est devenu livide et est resté immobile, assis là. Moi, je me suis dit... Voilà, c'est le moment, c'est fini. La partie est terminée. Mais Unterweger continue de clamer son innocence jusqu'à la fin. Le jury autrichien se compose de 8 membres. Si le verdict est à 4 contre 4, il sera libéré. Tout au long du procès, Unterweger s'entretient régulièrement avec le docteur Haller depuis sa cellule. Il lui détaille son analyse des réactions des jurés, jour par jour. Il a observé les 8 jurés pendant tout le procès. Il savait toujours quels étaient les sceptiques et quels étaient ceux qui le pensaient coupable ou innocent. Après chaque journée, il me disait « Aujourd'hui, on est à 4 contre 4. Aujourd'hui, 3 étaient sceptiques, etc. etc. » Les personnes comme Unterweger sont très intelligentes et comprennent très bien les émotions et les sentiments des autres, même s'ils ne les ressentent pas eux-mêmes. Ils apprennent à reconnaître le comportement des autres et à analyser ce qu'ils ont besoin de dire ou faire pour obtenir ce qu'ils veulent d'eux.
Je pense qu'il était absolument convaincu de pouvoir persuader au moins 4 membres du jury de son innocence. Il était tellement sûr de lui qu'il demanda à s'exprimer lui-même pour conclure sa défense. Selon moi, Jack Unterweger a fait un superbe discours de conclusion pour sa défense. Après cela, le vote du jury n'a jamais été de 8 contre 0. C'était plutôt 5 contre 3 ou bien 6 contre 2. Il restait certains membres du jury qui étaient encore persuadés que Jack Unterweger était innocent. Mais le discours passionné d'Unterweger ne suffit pas à convaincre entièrement le jury. Le 28 juin 1994, vers 21h, le verdict tombe. Il est déclaré coupable de 9 des 11 meurtres et condamné à la prison à vie. Il fait aussitôt appel de la décision. Puis, il retourne dans sa cellule et 6 heures plus tard, se pend à l'aide du cordon de son pantalon et de ses lacets. Il apparaîtra plus tard que le nœud coulant fabriqué pour son suicide était le même que celui utilisé pour étrangler ses victimes. Unterweger était un psychopathe impitoyable et calculateur qui aimait faire du mal aux autres. Ce qui est regrettable dans cette affaire, c'est que la justice autrichienne n'ait pas réussi à mettre un terme à ces meurtres parce qu'ils étaient aveuglés par sa personnalité et son personnage. Il a réussi à tromper bien trop de monde. C'est un des meurtriers qui me glace le sang parce qu'il était d'apparence si charmant. Cela ne me surprend pas que des prostituées soient montées dans sa voiture, même si certaines avaient pu le reconnaître. Il savait qu'elles ne survivraient pas à leur rencontre et ne pourraient pas témoigner contre lui. Une véritable machine à tuer. Jack Unterweger était un meurtrier sadique qui tuait des femmes pour le plaisir. Son double jeu et sa charmante personnalité lui ont permis de tuer en toute impunité. Le public voulait croire en sa rédemption. Malheureusement, tout n'était que mensonge. Il a réussi à berner tout le monde et de fait, peut être considéré comme l'un des pires meurtriers au monde.